Territoire français d'outre-mer, la Guadeloupe est un archipel composé de 7 îles situées dans le sud de la mer des Caraïbes. Connue entre autres pour ses paysages paradisiaques, l'île Papillon fait la fierté de la France. Pourtant, un demi-siècle plus tôt, l'État français y glissa un monstre chimique enfoui dans le sol. Le chlordécone, un insecticide utilisé dans les plantations de bananes pour lutter contre le charançon, un insecte qui détruit les bananeraies. Jugé dangereux, l'utilisation de ce pesticide hautement toxique fut dans un premier temps interdit aux États-Unis dans les années 1970. Aux Antilles françaises, il a été utilisé de 1972 à 1993, malgré son interdiction en 1990. Son utilisation se poursuit 3 ans de plus, par dérogation ministérielle. Qui sont allés à Paris et demandé qu'on nous autorise à utiliser le chlordécone malgré l'interdiction. Et le gouvernement ne s'est pas fait prier pour pouvoir céder aux pressions des lobbies. Une décision qui semble invraisemblable, étant donné que la France en connaissait les dangers. En effet, l'utilisation de ce produit a eu pour conséquence la pollution des sols et des eaux pendant environ 7 siècles. Aujourd'hui, nous savons que 95% de la population guadeloupéenne est contaminée. Alors, face à ce scandale sanitaire et environnemental, quelles sont les conséquences sur les sols et la santé des Antillais? On m'a saccagé, on m'a détruit, on s'est servi de la Guadeloupe pour expérimenter plusieurs produits. L'État cherche-t-elle et peut-elle encore réparer ses erreurs du passé? Dans le plan Chlordécone 4, c'est un plan extrêmement ambitieux de plus de 90 millions d'euros. Et bien tous les axes sont explorés. Et avant tout, les Antilles françaises peuvent-elles espérer une indemnisation et la décontamination des sols? Ne désespérons pas que nous obtiendrons en appel ou en cassation qu'on casse une éventuelle ordonnance de non-lieu. Le combat continue. Capesterre-Belle-Eau, en Basse-Terre, est une commune qui regroupe une concentration très importante de bananeraies en Guadeloupe. C'est également ici que les sols et les populations sont le plus touchés, à commencer par les agriculteurs, qui sont les premières victimes du chlordécone. En effet, pendant 20 ans, l'État et les importateurs de bananes leur fournissaient ce pesticide pour éradiquer le charançon qui détruisait des plantations et diminuait le rendement. 20 ans après l'arrêt de ce poison, faisons un point sur le ressenti de Luc Poumarou, ancien agriculteur et producteur de bananes depuis 1983, accompagné de son directeur d'exploitation, Marie Moutou Jean-Marie. Vous êtes. En 90, les gens transportaient encore des chousses de bananes pour planter. Et c'est vrai que ça a disparu parce que nous plantons avec des plants issus d'in vitro, des plants sains, bien sûr des sols sains. C'est vrai qu'en 1990, nous faisions de la banane, un peu chaque planteur était livré à eux-mêmes. Le chlordécone, il y a plus de 20 ans que nous n'utilisons plus ce produit-là. C'est vrai quand on utilisait ce produit-là, nous mettions le chlordécone, c'était une poudre, effectivement, et nous mettions ce produit-là autour du bananier, sur un rayon de 30 cm. Autour du bananier, sur un rayon de 30 cm. Bien sûr, aujourd'hui, nous connaissons les conséquences. Les conséquences, c'est que nous, producteurs, nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas responsables de l'infestation de nos sols parce que nous étions de bonne foi, nous avons utilisé ce produit parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une autorisation ministérielle pour que ceux qui achetaient ce produit puissent l'utiliser. Nous n'avons fait que ça. Bien sûr, c'est regrettable de savoir après quelques années que nos sols sont contaminés et que nous ne pouvons plus planter de la patate, de l'igname, des madères, tout ce qui est enfoui dans le sol. Les tubercules, tout ce qui est tubercule, nous ne pouvons pas les planter partout là où on a eu de la banane. C'est regrettable et c'est dommage. Nous sommes les premiers à condamner ce qui s'est passé. Mais malheureusement, nous sommes les victimes. Pour sauver la banane, pilier des Antilles françaises, dont 70% part en métropole, l'État a fourni ce pesticide qu'il savait dangereux pour la vie d'autrui. Mais y avait-il d'autres alternatives? La contamination des terres était-elle inéluctable?
C'est un produit qui a été utilisé pour lutter contre ce qu'on appelle le charançon. Et aujourd'hui, nous luttons contre le charançon par le biais de pièges. Ce sont des pièges qui sont installés sur la propriété. Je vais vous en montrer. Le principe, c'est quoi? C'est que par le biais d'un phéromone qui est mis dans un piège, attire sur un rayon de 30 mètres toute charançon qui se trouve dans cette partie-là et qui tombe dans ce piège. Et étant donné qu'il n'y a que de l'eau dans ce piège, le charançon se noie au bout d'un moment. Alors, ça, c'est un piège à charançon. Si je le démonte, c'est ça, en fait. Et c'est déposé, c'est placé dans le sol. Donc, ça, il n'y a rien là. Là, c'est le petit phéromone que je vous parlais. C'est ça, c'est ce qui permet d'attirer le charançon. Et les charançons sont dans ça. En fait, il y a plus que les charançons, mais la majorité, c'est les charançons. Si je prends ça, vous voyez, ça c'est le charançon. Il est noyé et il ne bouge plus. Donc, hier, nous utilisons un produit qui s'appelait chlordécone. Et aujourd'hui, on est en 2022. Je dirais que les choses ont beaucoup évolué. La filière n'utilise plus de produits phyto pour lutter contre ces charançons. Je ne peux pas dire que je suis malade, je ne suis pas malade. Et je ne peux pas dire non plus que je ne vais peut-être pas avoir un cancer. Pour l'instant, je n'en ai pas. Je suis producteur de bananes, je pense que je le resterai encore longtemps. Et si l'État devrait, s'il fallait indemniser les personnes qui se sentent victimes de ce problème-là, bien sûr que l'État devrait s'engager parce que c'est l'État qui a donné l'autorisation à nos producteurs pour utiliser ce produit. Bien sûr, il faut que l'État joue son rôle et prenne en charge ces patients parce qu'ils sont victimes d'une maladie personnelle qui les dérange au quotidien. Indemniser les victimes, voici le maître mot. Aujourd'hui, quand on sait que 95% de la population est contaminée par le chlordécone, nous sommes en droit de nous demander est-ce que l'État ferait une réparation à la hauteur du préjudice? La population guadeloupéenne est-elle assez informée et consciente des risques dont elle est exposée? Je ne dis pas il est impossible qu'il y ait un lien. Je dis moi, personne ne m'a établi le fait qu'il y avait un lien direct. Donc je ne veux pas créer d'angoisse. Et je ne suis ni chercheur à l'INSERM, ni chercheur à l'OMS. Parfait. En 2017, le président de la République déclarait qu'il aurait personnellement pris ses responsabilités si l'on établit un lien direct entre le chlordécone et le cancer de la prostate. Aujourd'hui, les études montrent-elles des relations entre ce pesticide avec certaines maladies? Nous sommes avec Laurent Brureau, urologue et membre de l'INSERM qui travaille sur plusieurs études démontrant la relation entre le chlordécone et le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est un cancer dit hormonodépendant, c'est-à-dire sa croissance est sous l'influence de certaines hormones, notamment la testostérone. Et le chlordécone fait partie de la classe des pesticides dits perturbateurs endocriniens. Donc la particularité du chlordécone, c'est qu'il va modifier notamment la sécrétion des œstrogènes, qui sont des hormones que nous fabriquons. Et ces œstrogènes peuvent être catabolisés dans des catécholamines qui peuvent être génotoxiques. Et mis en relation avec certains gènes, tout cela va s'imbriquer et il va potentialiser la probabilité d'avoir un cancer de prostate. Alors, on fait partie des incidences les plus fortes. Par rapport à la France métropolitaine, par exemple, c'est 2 fois plus fréquent et 2 fois plus mortel. Par exemple, l'incidence est de 88 pour 100 000 habitants en métropole, et ici c'est de 173. Alors, la contamination est essentiellement par ingestion. Donc, ce qui va faire, ici les sols sont pollués,
donc manger des tubercules, tout ce qui pousse dans la terre peut être contaminé dans la zone où il y a eu l'exposition. Par ruissellement des eaux, donc les eaux sont contaminées, donc les poissons qui sont dans ces eaux, les crustacés, les bovins ou les caprins ou les animaux qui vont brouter l'herbe peuvent être contaminés, la viande peut être contaminée également. Donc c'est par ingestion essentiellement que l'on peut se faire contaminer. Il y a eu 2 études principales. Il y a une première étude publiée en 2010 dans un grand journal JCO, Journal of Clinical Oncology. Et cette étude a montré quoi? Eh bien, les patients qui étaient exposés à ce pesticide ont plus de chances, un plus grand risque de développer un cancer de la prostate. Et ce, d'autant plus que ces personnes avaient un antécédent familial. Ce qui montre bien que l'exposition, certes d'un côté, mais le tout dans un contexte environnemental et génétique, fait que tout ça mis en symbiose augmente le risque potentiel d'avoir un cancer de prostate. Deuxième étude publiée en 2021, qui là a montré qu'en fait, quand les patients avaient été opérés, donc ils avaient une prise en charge pour un cancer de prostate localisé, donc ces patients à qui on avait enlevé la prostate, eh bien, au-delà de certains seuils pareils d'exposition, ils avaient un plus grand risque de récidive de la maladie, un plus grand risque de récidive du cancer de la prostate, et ce, quels que soient les critères histopronostiques de cette maladie. Le chlordécone a des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. Il altère également la fertilité et augmente le risque de prématurité. La demi-vie du chlordécone dans le sang est de 6 mois. C'est-à-dire que si vous faites un test aujourd'hui, si vous le refaites et entre-temps, il n'y a pas eu d'exposition au chlordécone, dans 6 mois, votre taux sera divisé par 2. En effet, il est désormais possible pour la population adulte d'effectuer un dosage du chlordécone dans le sang. Il suffit de demander une prescription à son médecin et d'effectuer une prise de sang dans un laboratoire. Selon le résultat, le patient sera accompagné par des professionnels qui lui indiqueront les bons gestes à adopter pour faire réduire la quantité de chlordécone présent dans le sang. Face à ce scandale d'État qui dure depuis plusieurs décennies, y a-t-il eu des recours en justice et la France a-t-elle assumé sa responsabilité dans ce Tchernobyl chimique? C'est à cette question que va répondre Maître Djerimel, avocat historique de l'affaire du chlordécone. J'ai proposé un jour de déposer une plainte. Donc j'ai subi quelques critiques. Certains m'ont dit « Ah ouais, t'es avocat, c'est une déformation professionnelle, il faut nous continuer à militer, il faut nous barrer chemin. » Et je leur dis « Mais c'est quand même un problème juridique et dans un état de droit, quand on a un problème avec la loi, on saisit la justice et c'est que comme ça qu'on va faire vivre le problème et qu'on va obtenir, qu'on mettre l'État français prendre l'État français dans son propre jeu, puisqu'il se dit que la France est un État de droit. Donc c'est par le droit que nous pouvons interpeller le gouvernement, puisque nous considérions que la France avait manqué à son devoir constitutionnel de préserver notre santé. Une commission d'enquête a prouvé que le gouvernement connaissait les dangers, mais a tout de même autorisé l'importation de ce produit ultra toxique. Et moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que les comptes rendus de la commission des toxiques de la période sont-ils disponibles ? Nous avons effectivement une absence de compte rendu entre février 1972 et juin 1989, pour laquelle nous n'avons pas pu retrouver de compte rendu sur le sujet dans les archives que nous pouvons avoir au ministère de l'Agriculture. Quels avantages avait-il à empoisonner délibérément les Antilles françaises? Pendant 3 années, les importateurs ont bénéficié d'une dérogation, puisque la France, l'Europe avait posé le principe de l'interdiction du chlordécone sur le sol européen. Mais on a accordé une dérogation aux importateurs et distributeurs de chlordécone pour la Guadeloupe et la Martinique, puisque les lobbies agro-industriels avaient beaucoup fait pression en prétextant qu'il n'y avait pas d'autre alternative que le chlordécone pour lutter contre le charançon du bananier, et qui dévastait la culture de la banane et mettant en péril la banane européenne face à la banane dollar. Donc, craignant que la balance économique, la balance commerciale de la France soit déséquilibrée en faveur de la banane dollar des pays d'Amérique latine, la France va être très tolérante et bienveillante envers les agriculteurs.
tout cela a permis donc qu'on ait autorisé à écouler les stocks une première fois. Et au lieu d'écouler les stocks, les importateurs ont renouvelé leurs stocks puisque les gendarmes d'Arcueil qui ont mené l'enquête pour les juges d'instruction ont constaté que plus de 1200 tonnes de chlordécone avaient été importées après l'interdiction et que les importateurs ont prétendu qu'ils n'avaient pas compris que c'était l'autorisation d'écouler leur stock, mais ils avaient pris la dérogation comme une autorisation de continuer à importer. Il y a des cancers de la prostate, des cancers du sein. Le chlordécone est lipophile, il se fixe aux graisses, il se fixe au sol argileux. Donc on a du chlordécone dans nos sols pour 700 ans. Nous sommes censés utiliser cette terre pour la léguer à nos descendants comme nos parents nous l'ont légué. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de promettre aux Guadeloupéens d'avoir 20 000 euros dans la poche. Qu'est-ce que c'est 20 000 euros? L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. La réparation, c'est ce que le peuple guadeloupéen exige du gouvernement. C'est à l'occasion d'une réunion sur le littoral que la problématique a été abordée par Madame Sylvie Gustave, dite Duflo, présidente du comité de l'Agence régionale de la biodiversité. Vous le voyez, dès qu'il y a une pollution à la chlordécone, on le retrouve dans le proche côtier. Nos poissons sont contaminés, certains poissons avec un certain métabolisme sont contaminés. Que compte faire l'État pour réparer ces erreurs? Dans le plan chlordécone 4, c'est un plan extrêmement ambitieux de plus de 90 millions d'euros. Eh bien, tous les axes sont explorés, à savoir la recherche. Le premier appel à projet recherche a été lancé de manière conjointe avec l'Agence nationale de la recherche, la collectivité territoriale de Martinique et la région Guadeloupe. Il faut tout de même préciser que les indemnisations se portent uniquement pour les ouvriers agricoles et leurs familles victimes du chlordécone. Quand on sait que la quasi-totalité de la population est contaminée, cette réparation ne semble pas à la hauteur du préjudice de tout un peuple. L'eau destinée à la boisson humaine aussi était contaminée et donc là aussi, le syndicat met tout en œuvre pour décontaminer l'eau avec du charbon actif. Donc, on a une meilleure connaissance de la contamination, on a la cartographie aujourd'hui des zones contaminées. On sait protéger la population en l'incitant à une alimentation en fonction de cette contamination. Il y a un accompagnement des marins-pêcheurs. Ils n'en sont pas à l'origine, mais ils sont impactés puisqu'il y a pas mal d'espèces marines qui ne peuvent plus pêcher et donc il y a une perte de revenus. Donc ils sont accompagnés pour pouvoir compenser ces pertes-là. D'une manière générale, le plan chlordécone travaille beaucoup avec le citoyen, les associations, pour voir un petit peu toutes les propositions aussi que les associations, les citoyens peuvent faire pour avancer sur la question. Le 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a reconnu que l'État avait commis des négligences fautives, mais a néanmoins refusé que les indemnités soient versées aux victimes. Vu comme une victoire pour beaucoup, qu'en pense Maître Durimel de cette décision? Dans le jugement, les juges disent un motif que, attendu que les requérants sont fondés à considérer que l'État français a commis des négligences fautives, c'est une belle phrase. Effectivement, c'est bien de lire ça de la part de magistrats dans un jugement, mais ce n'est pas un jugement, c'est un considérant. Ce qui est un jugement, c'est quand on juge. Et là, ce n'est pas jugé que la France est fautive, la requête est rejetée. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de victoire, on ne peut pas parler d'avancée, on peut simplement dire que notre combat n'est pas inutile, mais qui doit se poursuivre. Les Guadeloupéens, bien conscients qu'ils devront vivre avec ce monstre chimique tapis sous le sol, ne renoncent tout de même pas à un retour à la normale. C'est pour cela qu'il faut concentrer également ses forces sur des solutions pour la décontamination des sols. Et ça, Madame Sarah Gaspard et son équipe l'ont bien compris. En effet, nous sommes avec Maggie Dulorme, enseignante, chercheure à l'Université des Antilles en biologie végétale. L'objectif de ce projet de recherche est d'évaluer la capacité du charbon actif à diminuer le transfert de polluants, c'est-à-dire en l'occurrence ici la chlordécone, du sol vers les plantes. Donc à l'issue de cette étude, on saura si l'ajout de charbon actif dans le sol limite effectivement la contamination des plantes qui se développent sur des sols contaminés.
Actuellement, le projet se dirige vers la remédiation des sols contaminés par le chlordécone. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter mes compétences pour comprendre comment le transfert se fait du sol à la plante et voir quelles méthodes on peut mettre en place pour justement limiter ce transfert du sol vers la plante et permettre notamment aux agriculteurs de pouvoir travailler sur des sols contaminés sans avoir des effets néfastes pour la production et donc pour les consommateurs. Ah, tu m'en as parlé de ça. C'est la biomasse. On va prendre la biomasse de chaque véhicule. On va voir un peu ensemble. Il va faire son T0. Il fera normalement un autre point. Les terres étant contaminées pour les 7 prochains siècles, il faut donc trouver des solutions afin que cette pollution sur les 700 années suivantes ne soit plus une fatalité. C'est dans ce pari ambitieux que se lance cette équipe dirigée par Madame Sarah Gaspard, directrice adjointe du laboratoire Covachim M2E et sûrement la chimiste la plus en vue de la Guadeloupe. Notre objectif, c'est de trouver des solutions écologiquement viables qui permettraient en fait d'utiliser des activités qui sont déjà potentiellement contenues dans les sols et qu'on puisse ensuite démultiplier, ce qui permettrait en fait d'avoir une dépollution à partir de bactéries endogènes déjà contenues dans les sols. Donc c'est l'objectif en fait de nos travaux et donc cela nécessite effectivement énormément de recherche pour savoir comment les bactéries vont pouvoir s'acclimater et aussi c'est une dépollution qui a lieu en conditions anaérobies, une dégradation qui a lieu en conditions anaérobies, c'est aussi une difficulté. On travaille sur la problématique chlordécone avec donc un certain nombre de collaborateurs et l'idée c'est de travailler en particulier sur les questions de dépollution, d'une part sur le traitement des eaux et d'une part sur la séquestration de la chlordécone dans les sols et aussi la dégradation de la molécule. Alors cette molécule, c'est un pesticide organochloré. Alors cela signifie que c'est une molécule qui contient des atomes de chlore et elle a la particularité de contenir 10 atomes de chlore. Et elle a une forme en cage. Et donc c'est une molécule qui va être très récalcitrante, très difficile à dégrader, qui a été synthétisée. Elle a été synthétisée et de manière à être stable. Et malheureusement, c'est cette stabilité qui pose problème en termes de dégradabilité. Donc elle est très persistante dans les sols. On mélange à la terre contaminée une petite quantité de charbon actif qu'on aura donc synthétisé au laboratoire, donc à une teneur relativement faible. Et grâce à ce mélange, donc on va éviter finalement le transfert de la chlordécone vers l'organisme animal. D'accord ? Alors, ce matériau, il est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le fabrique nous-mêmes au laboratoire à partir de la biomasse. Donc la biomasse, ça peut être éventuellement des déchets qui sont issus, par exemple, de bagasse ou encore de déchets de coco, de noix de coco. Ou encore les algues bien connues de sargasse. Donc on transforme tous ces précurseurs en matériaux qui seront donc poreux et carbonés pour séquestrer la chlordécone. À l'intérieur de la boîte à gants, dans nos microcosmes, on va apporter à des temps bien précis un peu de chlordécone à notre milieu, là où il y a nos bactéries. Et ensuite, on va suivre à des temps précis la dégradation de la chlordécone pour voir si on a effectivement une disparition de la quantité initiale. La création de charbon actif fait qu'on voit la création de pores, qui sont les différents trous que nous pouvons voir sur cette image. Et à l'intérieur de ces pores, j'ai pu insérer donc ma vitamine B12 qui a permis donc de séquestrer, de réduire en une étape la chlordécone. À travers ces travaux, pu mettre en évidence que les charbons actifs et les biochars qu'on synthétisait pouvaient réduire jusqu'à 90% de la disponibilité de la chlordécone dans le sol. Donc c'est quand même une avancée remarquable. Quel serait le dénouement idéal de ce combat que mènent tous les Guadeloupéens ? Que les pratiques agricoles changent, qu'on puisse avoir une agriculture saine, zéro pesticide, ce serait l'idéal, mais en tous les cas qu'on ait fait tout ce qui permette d'arriver à cela et qu'on ait une manière de vivre qui soit beaucoup plus harmonieuse.
je crois que l'expérience chlordécone nous montre très clairement que c'est dans cette direction que nous devons aller. Ne désespérons pas que nous obtiendrons en appel ou en cassation qu'on casse une éventuelle ordonnance de non-lieu. Donc nous espérons que justice sera rendue, que l'enquête ne se terminera pas par un non-lieu, et même si l'enquête se termine par un non-lieu, lorsque l'instruction sera terminée, il n'y aura plus de secret de l'instruction et nous rendrons public tout le travail fait par les magistrats, tout le travail que nous avons fait, et les Guadeloupéens et Martiniquais verront bien, et la postérité retiendra, même si je suis plus là, qu'il y a eu des Guadeloupéens et Martiniquais qui se sont mis debout pour réclamer justice et vérité pour leur peuple. Et je souhaite être de cela.